Bienvenue sur Africa 24. Si vous nous rejoignez pour cette émission exclusive consacrée au sommet extraordinaire de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, les débats des 6 chefs d'État de l'espace sous-régional se sont tenus à huis clos au palais de l'Unité à Yaoundé, au Cameroun. Le président Paul Biya est donc le président hôte de ce sommet extraordinaire. Et c'est un sommet, on le rappelle, qui se tient dans un contexte particulier puisque les pays de la zone CEMAC sont actuellement dans ce qu'on pourrait qualifier de crise économique, une crise qui pourra aboutir à la dévaluation du franc CFA. Manifestement, ce n'est pas la solution qui aurait été sélectionnée par les chefs d'État. On parle plutôt d'ajustement structurel et donc de mesures d'austérité. Monsieur Talley, je ne vous ai pas entendu sur cet aspect-là. Quelles peuvent être les mesures d'austérité et à quel point peuvent-elles toucher les populations des pays d'Afrique centrale dont on connaît le niveau de vie? Ça dépend de qui viennent les mesures d'austérité. En situation de crise comme celle-ci, la maîtrise de la dette publique et la diminution de la dépense publique est nécessaire. Et donc c'est absolument indispensable. Mais il faut savoir que dans un sommet comme celui-là, quand on propose des solutions furtives comme la dévaluation ou bien des mesures d'ajustement structurel, et que si ces pays de la CEMAC acceptent l'une ou l'autre de ces mesures-là, ça apparaît un petit peu comme si elles avaient peur d'avoir un durcissement au niveau du financement au niveau international, là où ils vont chercher un peu de financement, parce que le FMI est là, on voit sa directrice et tous les autres. Mais il faut savoir que là, on est en zone CEMAC. Il faut se poser la question en politique et en géopolitique. Quelle est la place de la CEMAC aujourd'hui par rapport aux BRICS qui sont organisés? S'ils ne savent pas négocier, mais qu'ils se servent aussi des BRICS pour savoir qu'il y a des solutions possibles. Donc à partir de ce moment-là, qu'ils se mettent entre guillemets le dos au mur pour dire voilà, si via la situation aujourd'hui actuelle, la situation, les circonstances actuelles, que les solutions qu'on nous propose éventuellement ne sont que celles-là qui ne nous arrangent pas, est-ce qu'on ne pourrait pas se retourner vers les autres éventuellement, dont les BRICS aussi, pour voir la posture à adopter, la position à adopter, la solution aussi à adopter, parce que ces pays-là connaissent ce qu'il faut pour les pays émergents, ce qu'il faut pour les pays en situation de pauvreté comme les nôtres. Donc à partir de ce moment-là, qui se réveille un petit peu, en politique et en géopolitique, il y a des marges de manœuvre. Donc voilà à peu près déjà, donc, globalement ce que je peux vous dire, donc, dans un premier temps par rapport à cela. Jean-Marie, justement, est-ce que les pays de la zone CEMAC ont assez de marge de manœuvre actuellement? Vous savez, aujourd'hui, Amiral, le monde est devenu multipolaire. Donc la CEMAC, si vous voulez, en fonction de ses potentialités naturelles, a toutes les capacités possibles, imaginables. Il y a M. Talley qui vient de parler des BRICS. Les BRICS, on oublie une chose. On parlait là tout à l'heure avec mon collègue qui était là avant que M. Talley n'arrive. C'est-à-dire de la capacité. Les décisions se passent où? Où sont-elles prises les décisions in fine? Les décisions se passent, si vous voulez, dans les institutions internationales. Et on oublie une chose là-dedans. Quand on nous parle, l'Afrique doit se tourner maintenant, c'est-à-dire pour préserver ses intérêts, pouvoir utiliser les capacités et les possibilités que lui offre l'économie mondiale. Il ne faut pas oublier une chose. Quand on parle du FMI, on va nous dire, on tape sur le FMI. Je prends seulement un exemple. Vous avez les BRICS avec la Chine qui ont voulu créer, comment dirais-je, un fonds monétaire qui est dédié à donner d'autres moyens de financement dont M. Talley vient d'aborder là. Donc l'Afrique a des possibilités. Il suffit tout simplement de les lister et de choisir les bonnes stratégies. On s'endette à quel niveau, à quelle hauteur? Et l'Afrique aussi doit poser ses exigences sur la table. Donc ne raisonnons pas comme si l'Afrique était le pays pauvre qu'on nous, c'est-à-dire le continent pauvre qu'on nous vend à longueur de journée, à longueur de temps dans les journaux. Quand il faut passer quelque chose, on passe tout simplement les situations misérabilistes des Africains. Il est temps aujourd'hui que l'Africain se dise que voilà les capacités, le potentiel, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je représente dans ce monde en tant que tel. Les États, un État comme, comment dirais-je, une zone économique comme la CEMAC peut se tourner, si vous voulez, auprès des BRICS qui sont en train de créer, si vous voulez, de donner un capital conséquent au fonds monétaire qui est mis en place avec la Russie, avec les BRICS en tant que tel. Ces pays-là, il y a M. Talley qui a abordé une notion que je trouve très très importante. Je parle toujours de cette notion-là, qui est la notion de proximité culturelle. Et la proximité économique suit
Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez les mêmes préoccupations. Les interlocuteurs que vous avez en face de vous ont des problématiques qui sont similaires aux vôtres. Donc à partir de là, vous arrivez beaucoup plus facilement aux solutions. Le FMI, si vous voulez, peut rester comme il reste. Kadhafi a disparu. Pourquoi aujourd'hui? Tout le monde le sait aujourd'hui. Kadhafi voulait mettre en place le Fonds monétaire africain avec le siège dédié à Yaoundé. Donc ça, c'est une question de lutte. Il ne faut pas que nous, les Africains, on se ferme les yeux aujourd'hui. Il faut qu'on se dise que, bon, il faut que nous-mêmes nous défendions nos intérêts. Ce ne sont pas les autres à l'extérieur qui viendront les défendre. Si le Fonds monétaire africain avait été mis en place, le Fonds monétaire africain avait un capital qui était supérieur au Fonds monétaire international d'aujourd'hui dont nous parlons là. Donc il va falloir quand même que les Africains nous prenions conscience des problématiques et c'est dire que les paradigmes de ce monde-là changent en permanence. Donc nous sommes dans un nouveau paradigme aujourd'hui et c'est au continent africain de se plonger dans ce nouveau paradigme-là et de poser ses exigences sur la table. Je disais tout à l'heure, je parlais de la Chine là tout à l'heure, Amira. La Chine, quand la Chine achète aux pays occidentaux, que fait la Chine? La Chine a imposé à la France, en lui achetant des Airbus, vous nous vendez les licences avec. Tout ce que la Chine fait dans le monde entier fait la même chose. Pourquoi les pays africains ne le feraient pas? Vous voulez exploiter notre cacao, notre café, nos matières premières, l'uranium, ainsi de suite. Venez construire des usines chez nous, Jean-Marie, quand on voit nos matières premières et tirer la plus-value. Alors justement, quand on voit le potentiel en matières premières dont regorge l'Afrique et notamment l'Afrique centrale, donc la zone CEMAC, on se pose une question, bien évidemment, ce sont les codes miniers. Ne faut-il pas aujourd'hui réformer l'ensemble des codes miniers qui régissent aujourd'hui la CEMAC, monsieur Talley? On est encore dans le régime du STABEX aujourd'hui, là. Le régime du STABEX, c'est un régime qui dirige les accords de l'ONU. Jean-Marie, on me dit dans l'oreillette, ça y est, les débats reprennent, ils ne sont plus à huis clos. Il semble que ce serait la conclusion justement des débats à huis clos des chefs d'État de la CEMAC. Regardez, c'est en direct de Yaoundé. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Son Excellence Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Son Excellence Obiangema Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale. Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Ont également assisté aux travaux Madame Christine Internationale, Monsieur Michel Sapin, ministre de l'Économie et des Finances de la République française. Monsieur Pierre Moussa, président de la commission de la CEMAC. Monsieur Lucas Abagan Chama, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Abordant les points inscrits à l'ordre du jour, les chefs d'État ont tout d'abord suivi la communication spéciale de la directrice générale du Fonds monétaire international. Ils ont ensuite écouté l'intervention du ministre français de l'Économie et des Finances, puis pris connaissance du rapport de la réunion des ministres des Finances et de l'Économie de la CEMAC, tenue à Yaoundé le 22 décembre 2016. À la suite de ces exposés, les chefs d'État ont procédé à un échange de vues sur les diverses questions évoquées, notamment sur l'ampleur des conséquences de la baisse des cours du pétrole sur les économies de la sous-région, la gestion financière et monétaire de la CEMAC, les mesures à adopter pour sortir de cette conjoncture économique difficile. Au terme des échanges, les chefs d'État ont, premièrement, relevé d'emblée que le renforcement de la stabilité macroéconomique ne nécessite pas un réajustement de la parité monétaire actuelle, mais plutôt des efforts d'ajustement sur les plans intérieurs et extérieurs assortis de réformes structurelles adéquates. Deuxièmement, les chefs d'État ont décidé d'adopter des mesures pertinentes destinées à inverser durablement les tendances négatives de l'économie de la sous-région, combinant une politique budgétaire adéquate, une politique monétaire appropriée et une coopération internationale renforcée. Les chefs d'État ont réaffirmé leur vision commune de faire de la zone CEMAC un espace émergent dans un avenir proche par la réalisation judicieuse des infrastructures nécessaires à la promotion d'un développement durable et inclusif au bénéfice de leur population. Quatrièmement, ils ont réitéré leur attachement indéfectible à la solidarité face aux chocs économiques et sécuritaires actuels et futurs.
Ils ont décidé, en matière de politique monétaire, du gel des plafonds des avances statutaires de la BEAC au niveau fixé sur la base des recettes budgétaires de l'exercice 2014. Les chefs d'État ont prescrit le renforcement de la stabilité financière de la zone CEMAC par une surveillance accrue du système bancaire et une utilisation optimale des instruments de politique monétaire. Septièmement, ils ont engagé la BEAC à proposer à brève échéance en faveur des États des mesures visant à promouvoir la migration progressive vers le financement par le marché de capitaux en substitution des financements directs de la Banque centrale. Les chefs d'État en 8e position ont renouvelé leur engagement à poursuivre vigoureusement au niveau de chaque pays les ajustements budgétaires nécessaires à un rééquilibrage maîtrisé, judicieux et progressif de leurs finances publiques. Les chefs d'État ont convenu de l'impérieuse nécessité de conduire des politiques budgétaires ciblées en matière de dépenses publiques afin de préserver les acquis sociaux dans un contexte d'extrême fragilité économique et financière. Dixièmement, les chefs d'État ont décidé de s'engager à un redressement graduel du solde budgétaire des États et convenu de ramener dans un délai de moins de 5 ans le solde budgétaire en dessous de 3%. Les chefs d'État en 11e position ont souligné l'importance de maintenir un endettement viable et soutenable en privilégiant les financements concessionnels et en favorisant les partenariats publics-privés pour la réalisation des programmes d'infrastructure. 12e, les chefs d'État ont salué les conseils avisés et l'assistance technique des partenaires au développement. 13e, les chefs d'État ont décidé d'ouvrir et de conclure à brève échéance des négociations bilatérales avec le Fonds monétaire international pour mieux structurer les efforts d'ajustement de leurs États, les accompagner vers une sortie de crise et les aider à mettre en place les conditions d'une relance vertueuse et durable de leurs économies. 14e, les chefs d'État ont sollicité en faveur de chaque pays des mesures de renforcement d'une coopération internationale plus souple et plus flexible. 15e, les chefs d'État ont convenu, en raison du caractère exogène des chocs économiques subis, d'avoir amplement recours à tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux en vue d'obtenir un large accès au financement concessionnel et non concessionnel nécessaire au renforcement de la balance des paiements et à la poursuite des projets de développement prioritaires. 16e, les chefs d'État ont décidé d'accélérer résolument la finalisation de la libre circulation des personnes et des biens et la réalisation rapide des projets intégrateurs en préservant la sécurité. 17e, les chefs d'État ont renouvelé leur engagement commun ainsi que leur détermination à améliorer substantiellement le climat des affaires en zone CEMAC afin de promouvoir de manière vigoureuse l'activité économique créatrice de richesses et mobiliser de façon optimale les recettes fiscales internes. 18e, les chefs d'État ont engagé leurs pays respectifs à renforcer la coopération fiscale internationale afin de lutter contre la fraude, l'évasion et l'optimisation fiscale qui les privent d'importantes ressources. 19e résolution, les chefs d'État ont prescrit l'intensification des mesures et des actions en faveur de la diversification de leurs économies pour les rendre moins vulnérables aux chocs exogènes et plus compétitives face à la libéralisation des échanges commerciaux dans un monde de plus en plus ouvert. En 20e position, les chefs d'État ont confié au programme des réformes économiques et financières de la CEMAC la charge d'assurer le suivi des mesures prises et de rendre compte régulièrement de leur exécution. 21e résolution, les chefs d'État ont prescrit la tenue régulière à l'échelle ministérielle des rencontres de suivi et évaluation des mesures de redressement et de leurs effets sur la situation économique, financière et monétaire des pays de la CEMAC. Au terme des travaux ayant sanctionné le sommet extraordinaire, les chefs d'État ont salué
la participation à ce sommet des invités spéciaux, Madame Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, Monsieur Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances de la République française, Monsieur Pierre Moussa, président de la commission de la CEMAC, Monsieur Lucas Abaganchama, gouverneur de la BEAC. Ils ont exprimé leur profonde appréciation à l'endroit de son Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour l'initiative et l'organisation réussie du présent sommet. Les travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale sur la situation économique et monétaire dans la zone CEMAC se sont déroulés dans une atmosphère de sérénité, de compréhension réciproque et d'entente cordiale. Fait à Yaoundé le 23 décembre 2016, ont signé pour la République du Cameroun son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Pour la République centrafricaine, son Excellence Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Pour la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Pour la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Pour la République de Guinée équatoriale, son Excellence Obiangema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale. Pour la République du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Je vous remercie de votre aimable attention. The 21-point communique, final communique resulting from this very extraordinary summit. Now we'll listen to the head of state and we'll come back. Messieurs les présidents, chers frères, Madame la directrice générale du Fonds monétaire international, Monsieur le ministre de l'économie et des finances de la République française, Mesdames, Messieurs, dans mon propos d'ouverture, je n'avais pas caché que notre sous-région traversait une période difficile en raison de chocs d'origine externe qui risquaient d'affaiblir sa croissance et par là même de compromettre ses objectifs de développement. Mais je disais aussi ma conviction que si nous étions prêts ensemble à prendre les décisions qu'exige la situation, nous pourrions, avec l'appui de nos partenaires, retrouver la voie du progrès économique. Je pense que ce sommet spécial nous a permis de prendre l'exacte mesure des défis à relever et d'arrêter de manière concertée les solutions de nature à franchir ce cap périlleux. Je crois qu'il convient de souligner cet élan de solidarité active encouragé par nos amis traditionnels, solidarité qui vise à sortir notre sous-région de ses difficultés actuelles. Nos échanges ont bien montré, me semble-t-il, que des actions conjuguées garantiraient davantage d'efficacité dans le présent contexte. Bien entendu, ceci ne nous dispensera pas de prendre les mesures spécifiques répondant aux problèmes particuliers de chacun de nos pays. La stratégie collective qu'il conviendra de mettre en œuvre devrait porter sur un certain nombre de points fondamentaux. Au plan budgétaire, pour préserver un solde soutenable, il serait nécessaire d'élargir l'assiette fiscale pour améliorer le niveau des recettes et la qualité de la dépense. Il faudrait en même temps veiller à ce que ces mesures d'ajustement n'entravent pas la croissance et n'aggravent pas les conditions de vie des couches sociales les plus fragiles. S'agissant de la dette publique, des dispositions devraient être prises pour en préserver la soutenabilité et la viabilité. Dans le même ordre d'idées,
il conviendrait d'obtenir de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux une plus grande souplesse en raison de la forte baisse des cours des matières premières. En ce qui concerne notre politique monétaire, notre Banque centrale est venue en appui pour atténuer les chocs budgétaires. Mais d'autres leviers devraient être actionnés pour garantir notre stabilité monétaire menacée par des problèmes de balance de paiement. Le concours du FMI serait sans doute indispensable en coopération avec la France, notre partenaire dans le domaine monétaire. Ai-je besoin d'ajouter que la réussite de cette stratégie est aussi fonction de l'accélération de l'intégration de notre sous-région, au sein de notre sous-région, de la diversification de notre économie et de l'amélioration du climat des affaires dans nos différents pays. Messieurs les présidents, chers frères, Madame la directrice générale du Fonds monétaire international, Monsieur le ministre de l'économie et des finances de la République française, je crois fermement à la communauté de destin qui nous rassemble au sein de notre sous-région. C'est la raison pour laquelle je pense qu'individuellement et collectivement, nous devons faire, en coopération avec nos partenaires, tous les efforts nécessaires pour lui donner les meilleures chances de renouer avec la croissance. C'est l'intérêt de tous et de chacun. Je vous remercie de votre attention. So you've heard it all there. We've had two important speeches made here. The one a communique, the other one a closing speech by the President of the Republic. A final communique read by Cameroon's Minister of Finance, Alamine Ousmane Mey. Your Excellency, ladies and gentlemen, the summit of head of state is closed. Excellences, mesdames et messieurs, c'est la fin du sommet des chefs d'État. Je vous remercie. Je vous entendais en off, Jean-Marie, dire à Monsieur Talley, mais ils ont écouté l'émission. C'est vrai que c'est exactement ce que vous aviez dit, sans prétention. Surveillance du système bancaire, investir dans les infrastructures, une meilleure politique budgétaire, une meilleure intégration régionale. C'est vraiment ce que vous aviez plus ou moins listé au cours de l'émission, Jean-Marie. Je veux dire, je n'invente rien, Mira. Il suffit tout simplement d'observer l'environnement économique international dans lequel nous évoluons. Et quand on se rend compte que les paradigmes changent très très vite et que c'est très très rapide, les mouvements sont très très rapides. Donc moi, je suis content de toutes les mesures qui ont été listées. Pour moi, ce sont des très très bonnes mesures. Mais je n'attends qu'une chose par rapport à ces mesures-là, c'est l'effectivité, l'opérationnalité des décisions qui ont été prises. Parce que si ces décisions-là sont mises en place. Ces décisions-là peuvent permettre à la zone de gagner en points de croissance, de gagner des points et des points de croissance. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fluidifiant la circulation des échanges des biens et des personnes, ça ouvre en même temps, ça élargit, au lieu que vous ayez uniquement les pays qui sont frontaliers, on élargit l'espace économique en tant que tel, parce que nous savons aujourd'hui qu'on a parlé du Cameroun tout au long de cette émission comme étant le pays leader. En fait, quand vous regardez le poids des échanges économiques, il y a un seul pays, c'est-à-dire qui efface tous les autres 5 pays qui fonctionnent avec le Cameroun à l'intérieur de la CEMAC. Les échanges économiques entre le Cameroun et le Nigeria sont énormes, comparés, si vous voulez, à ces co-régionnaires, si vous voulez, à l'intérieur de la zone CEMAC. Donc c'est très très important parce que ça permet d'élargir l'espace d'évolution et d'intensifier les échanges économiques en tant que tels. Donc toutes ces mesures-là me satisfaisent. Et on a parlé plutôt d'ajustement au lieu de partir sur la dévaluation monétaire qui allait brider, comment dirais-je, notre compétitivité sur le plan international. Jean-Marie, le problème technique a été résolu. Je vous laisse donc en direct de Yaoundé au Palais de l'Unité. C'est en direct.
exactly what the heads of state have come to terms with. But one thing we should understand is that there's going to be no devaluation, even if there are going to be some structural readjustments to be made between the different member countries and within the different member countries. According to the communique, the heads of state have examined the monetary situation in this sub-region, especially compounded by the financial sector. Et nous sommes de nouveau en direct de l'émission spéciale consacrée au sommet extraordinaire de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Un sommet particulier, c'est ce que nous avons dit tout au cours de cette émission, puisque la CEMAC est confrontée à une crise économique due à la chute des cours des matières premières sur le marché international. Pour faire face justement à cette chute des prix et sortir un peu l'espace sous-régional de la crise économique, les chefs d'État ont décidé à huis clos d'identifier une vingtaine de points, une vingtaine de solutions, Monsieur Talley, parmi lesquelles une meilleure politique budgétaire, une meilleure politique monétaire, plus de coopération intra-régionale, plus de coopération, plus d'intégration régionale. Et ils ont également parlé de la fraude et de l'évasion fiscale, qui coûte beaucoup d'argent à nos pays. Évidemment, la lutte contre la fraude, la lutte contre l'évasion fiscale, ça fait partie du démantèlement de certaines mesures qui avaient été mises en place. Et le rapatriement des bénéfices, très souvent on ne vous demande pas, quand on fait le rapatriement des bénéfices, vers quel compte ça part. Ça se retrouve dans les comptes au Caïman, un peu partout aux Bahamas. Donc à partir de ce moment-là, si on veut faire des choses de manière optimiste et positive, mais qu'on mette des vraies mesures dynamiques. Mais je reviens sur les conclusions qui ont été faites. Les résolutions qui ont été prises, me semblent être des bonnes résolutions. Mais je vais mettre un peu de relativité dans la mise en place. Parce que vous avez, en Afrique, on a beaucoup joué souvent sur les mots dans les discours politiques et dans les discours souvent économiques. On joue sur les mots. Alors, on sait qu'il n'y a pas d'évaluation, c'est un principe. Mais les mesures qui nous parlent d'ajustements structurels de manière interne, intérieure, est-ce que c'est des ajustements qui proviennent du poids, de la fermeté du FMI, ou est-ce que c'est nous qui prenons en interne des mesures par rapport à notre situation interne? Il faudrait que ces choses-là soient très claires. C'est-à-dire que nous apportions la solution à nos propres problèmes à partir de nous-mêmes. Il faudrait que dans ces textes et ces résolutions-là, que c'est ça qui ressorte, mais qu'on ne vienne pas subir le poids dicté par l'extérieur pour mettre en place un certain nombre de mesures. Donc, si on est fiers de savoir peut-être quelque part qu'ils nous ont peut-être écoutés dans ce que nous défendions, on a entendu la solidarité, l'intégration sous-régionale, ainsi de suite, la lutte contre tout ce qu'il y a comme des mesures qui sont néfastes à l'évolution économique, et la volonté de dynamiser tous les secteurs économiques, d'aller de l'avant, ce qui était une très bonne chose. Mais il ne faudrait pas que dans les textes qu'on a vus, que ça reste tout simplement un vaste champ de littérature économique. Il faudrait qu'on les applique réellement, et les opérateurs économiques, à l'instar des opérateurs économiques du GICAM, de l'UNIPES, donc en Afrique centrale, sont prêts pour mettre en exécution, pour peu que l'État leur tende la main et que l'État les accompagne et que l'État les soutienne en mettant en place non seulement des mesures structurelles viables, fiables et solides, mais surtout, ce qui a été évoqué tout à l'heure, là dans les discours de clôture, dans les résolutions de fin, en les mettant en place de manière effective, l'opérationnalité. Donc les populations sont là et n'attendent que ça, et ça pourra créer de l'emploi, ça pourra créer de la croissance, et ça pourra permettre à l'Afrique et aux Africains de se réapproprier leur réalité économique et sociale et aller de l'avant, et s'insérer dans le concert de l'évolution du monde international. Donc, et puis épouser les standards internationaux. Donc j'espère que là, et nous espérons tous qu'à partir de ce moment-là, il y a des choses qui n'étaient pas favorables pour l'Afrique, qu'aujourd'hui on a dit stop, et que l'Afrique prend la mesure des choses et prend des décisions par elle-même, pour elle-même, en interne. Alors, comme on l'a dit tout au long de cette émission, on se posait une question, c'était quelle solution allait être adoptée par les chefs d'État de la CEMAC pour sortir de cette crise économique. On avait dans un premier temps la dévaluation du franc CFA, dans un second temps les réajustements structurels. On le rappelle, ce sont les réajustements structurels qui ont été choisis par les chefs d'État. On va rappeler dans sa vingtaine de points, les plus gros points sont bien évidemment plus d'intégration sous-régionale, une meilleure politique budgétaire et monétaire, et également l'investissement dans les infrastructures. Et le président Paul Biya l'a rappelé, l'investissement dans les infrastructures qui passera par plus de PPP, partenariat public-privé, Jean-Marie.
Le PPP, c'est un terme que j'aime pas trop. Je pense qu'il est d'accord avec moi. Monsieur Talé, parce qu'on en discute souvent de ce terme-là. Les PPP, c'est-à-dire, je me méfie de ça. L'Afrique a déjà été plongée pendant des années, c'est-à-dire vers les abîmes. Les plans d'ajustement structurel sont passés par là. C'est pas parce qu'on change, si vous voulez, les termes, les mots qui sont utilisés dans une phrase. Moi, je me rappelle les PPP. Le partenariat public-privé. Je prends seulement l'exemple ici, là, en France. Quand c'est arrivé, c'était la solution idoine pour toutes les collectivités locales françaises et tout. C'était vraiment quelque chose de génial. Sauf que, au bout de quelques temps, on a eu ici, là, si vous voulez, plusieurs collectivités locales françaises qui étaient en cessation de paiement, pratiquement au bord de la faillite. Tout le monde se rappelle de la banque Dexia en France. Donc, aujourd'hui, l'Afrique a besoin de tous ces fonds disponibles pour pouvoir investir dans le développement. C'est bien beau d'aller dans les partenariats publics-privés, mais il faut savoir ce qu'on signe derrière. Tout simplement. C'est pas un modèle qui conviendrait au continent africain, les PPP? C'est pas un modèle qui nous convient. Moi, je préférerais encore qu'on aille, si vous voulez, dans le modèle de la finance islamique, des soukouks et tout ce qui s'ensuit. Je vous ai dit que le monde est ouvert aujourd'hui. Il faut que les Africains saisissent les opportunités qui s'offrent à eux pour pouvoir diversifier leurs relations et aller là où ça nous coûte le moins cher, là où ça accélère notre développement pour le bien-être des populations africaines. De mon point de vue, j'ai parlé de la BAD là tout à l'heure, la place que peut avoir la BAD là-dedans, et vous avez d'autres sources de financement. La finance islamique bientôt va présenter 3 000 milliards de dollars dans le monde entier. L'Afrique fait très bien se financer là-dessus. Vous avez aussi, c'est-à-dire les fonds souverains qui viennent des États du Golfe et tout ce qui s'ensuit. L'Afrique doit aujourd'hui se servir de ses richesses, de ses ressources naturelles pour essayer de contracter les partenariats les plus favorables à son avantage et non à l'avantage de l'extérieur. Monsieur Talé, un mot sur ces PPP que manifestement vous appréciez autant que Jean-Marie Bitomo? Non, alors Julien, rapidement, mon cher ami, que là, sur les PPP, on n'est pas d'accord sur la vision, l'analyse qu'ils viennent faire là. On partage cette... nous sommes pour la mise en place et la promotion des PPP, mais à une condition que ce soit dans un cadre suffisamment encadré, donc avec une volonté de l'État. C'est-à-dire qu'en gros, on ne va pas faire travailler des entreprises privées, derrière on ne paye pas les dettes. Donc, et dans le discours que j'ai entendu des résolutions, il y avait aussi l'allègement de la dette intérieure, donc la dette publique intérieure, donc ce qui est déjà une très bonne chose. Mais il faut confier aux entreprises africaines les projets afro-africains. Il faut leur confier la réalisation des projets qui sont sur leur environnement, sur leur territoire. Donc à partir de ce moment-là, ce que nous avons demandé, ce que nous avons favorisé, développé, au niveau des groupements patronaux d'Afrique centrale et surtout du Cameroun, Logicam, c'est la mise en place du développement des PPP, mais dans un schéma bien encadré. Donc, construire des routes, par exemple, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher ailleurs pour construire des routes chez nous. Donc on est capable, on a des opérateurs économiques qui sont des constructeurs de routes, ils peuvent le faire. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir les FMI ou je ne sais pas quel organisme pour pouvoir le faire. Construire des ponts, c'est pareil. Des infrastructures en termes hospitaliers, en termes scolaires, en termes institutionnels, nous pouvons le faire dans un cadre de PPP. Maintenant, derrière, c'est la régulation de l'État. L'État doit s'imposer en tant que régulateur, qui doit organiser le schéma, qui doit organiser la structure pour que personne ne se retrouve lésé dans l'histoire. Donc le schéma des PPP, pour l'instant, tel que c'est dit, si on veut développer l'Afrique, si on veut que ça aille de l'avant, pour des gros projets infrastructurels, via des réformes véritablement structurelles internes, les PPP sont nécessaires. On a vu les chefs d'État de la zone CEMAC partir successivement. Il y avait également Christine Lagarde, directrice du FMI, et Michel Sapin, ministre français des Finances. Monsieur Talé, des images qui, en off, vous ont fait réagir. Oui, beaucoup. Vous savez, le visuel est important pour le psychologique aussi. Parce qu'on a eu l'impression que c'est Mme Lagarde qui recevait du monde et puis qui leur disait au revoir. Heureusement que le président de la République, Paul Biya, est sorti en dernier pour dire au revoir à ses hôtes, mais c'était très parlant de savoir que c'est Mme Lagarde qui descend sur le perron et qui reçoit les autres et qui leur dit au revoir. Non, elle n'est pas chez elle, c'est eux qui sont chez eux. Donc ça devait être plutôt l'inverse. Heureusement que le président Paul Biya a rectifié le tir en apparaissant en dernier. Mais c'est aussi important, il faut le dire. Jean-Marie? Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas, on l'aime, mais simplement il faut qu'elle vienne. C'est-à-dire, ça prend un peu la suite, c'est-à-dire de nos débats liminaires dans cette entrevue. Donc je me dis, moi ce qui m'intéresse là-dessus, c'est que les Africains puissent mettre en place des stratégies qui servent les Africains. Moi, c'est mon credo là-dedans. On nous a
égrener un certain nombre de résolutions qui ont été prises. Je demande tout simplement qu'on mette ces résolutions-là en place pour la CEMAC en tant que telle. Et comme je le disais tout à l'heure, ça permettra à la zone de gagner énormément de points de croissance parce que la zone est très en retard. Quand je prends toutes les unions économiques africaines, que j'aille en Afrique de l'Est, que j'aille en Afrique de l'Ouest dont on parlait tout à l'heure, les zones sont beaucoup plus performantes. Et au vu des capacités, des potentialités de la CEMAC, on ne devrait pas être là. On devrait être plus loin par rapport aux autres zones parce que nous avons des potentialités qui sont avérées. Monsieur Talley ? Oui, alors vous voyez, les résolutions qui ont été prises là, s'il s'avère que ce sont des résolutions vraiment sérieuses dans l'applicabilité, la mise en place, ça devrait permettre le renforcement non seulement de la sous-région d'Afrique centrale, mais aussi surtout la préparation de la sous-région d'Afrique centrale pour une coopération avec la sous-région d'Afrique de l'Ouest et toutes les autres sous-régions, afin qu'on puisse avoir des dynamiques économiques sous-régionales fortes pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir parler enfin d'une même voix qui ressort la problématique globale de l'Afrique et le besoin de l'Afrique et surtout la capacité de l'Afrique à apporter des solutions aux problèmes du monde entier. Donc il est conséquent que les mesures qui sont prises là doivent être suivies des faits pour que ce soit, pour qu'elles impactent réellement sur le vécu, la vie des populations telles qu'elles ont besoin, telles qu'elles pourraient en avoir besoin. Et il est aussi dit que ces populations-là aujourd'hui doivent s'armer non seulement de volonté mais de capacité à suivre la dynamique, à être dans la dynamique, à se lever, comme on dit, à se lever en un seul homme pour aller de l'avant, pour aller travailler, aller chercher la croissance, aller bosser dur, comme on dit, accepter les efforts pour participer et contribuer à l'effort de construction nationale ou sous-régionale. À partir de là, l'Afrique peut espérer, avec l'aval de tous ses enfants et la capacité et la participation de tous ses enfants. Oui, vous parliez justement de ces mots, de ces paroles, qu'il était temps de passer aux actions. Je me rappelle, c'était à peu près au mois de septembre, après le président de la BAD, M. Adesina, demandait justement aux chefs d'État africains d'améliorer la récolte des recettes fiscales. Ça a déjà été dit au mois de septembre, ça avait déjà été dit l'année passée, c'est encore dit aujourd'hui lors du sommet de la CEMAC. Monsieur Talley. Oui, alors parmi les résolutions, c'est bien que vous reveniez là-dessus. J'ai entendu le président de la République, Paul Biya, qui parlait des mesures de l'augmentation des recettes fiscales. Ça cache quelque part l'augmentation des impôts et ça cache quelque part le durcissement au niveau fiscal. Non, on ne veut pas de ça. Oui. Oui, c'est déjà suffisamment assez. Exactement. Donc, en tout cas, la recommandation d'Akinwumi Adesina, le président de la BAD, la Banque africaine de développement, c'est pas d'augmenter les impôts, mais de de bien les gérer et de récolter ces recettes fiscales. Jean-Marie, c'est vrai que le bas blesse à ce niveau-là sur le continent africain. On a du mal à récolter ces recettes fiscales. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait ? Tout simplement pourquoi ? Parce que, vous savez, chez nous, les recensements ne sont pas encore, si vous voulez, suffisamment faits. Nous sommes, si vous voulez, dans des bidonvilles chez nous. La plupart de nos villes sont des bidonvilles. Quand on parle de l'élargissement de l'assiette fiscale, ça va toucher qui ? Ça va toucher exclusivement les entreprises. Moi, j'aimerais bien qu'on élargisse cette assiette fiscale-là au profit des firmes multinationales qui viennent exploiter, si vous voulez, dans la zone. Et plutôt baisser, comment on dirait, ce taux d'imposition-là pour les locaux qui sont là pour entreprendre. Il ne faut pas que ces gens-là soient mis dans une position concurrentielle défavorable par rapport aux firmes multinationales qui viennent chez nous et qui se contentent tout simplement de rapatrier leurs bénéfices sans payer grand-chose à nos États. Jean-Marie, merci pour vos analyses. Merci Amira et bonsoir. Bonjour, j'ai cru qu'on était le soir comme d'habitude. Ça fait longtemps qu'on est en direct, mais on n'est toujours pas la nuit, Jean-Marie. On est toujours au milieu de journée. Okay. Monsieur Talley, je rappelle que vous êtes délégué du JICAM en France. Merci d'avoir été avec nous. Merci Amira et surtout de bonnes fêtes de fin d'année à tous les téléspectateurs d'Africa 24 et de beaucoup de bonnes choses. Et que le 2017 qui arrive et suivante, dont augure beaucoup de choses pour l'Afrique et surtout la croissance de l'Afrique et la croissance pour toutes nos entreprises du JICAM et à tous nos éléments et tous nos membres du JICAM, de bonnes fêtes de fin d'année, beaucoup de courage, beaucoup de dynamique et surtout tout en la mémoire du président André Foto qui nous a quittés le 2 août dernier. On pense à lui et qu'il soit en paix là où il est et qu'il porte protection sur l'institution qu'il a incarnée et que nous ne l'oublierons jamais et qu'on a été par amour pour lui, avec lui, on le sera toujours et surtout pour le bien-être collectif de notre économie nationale, sous-régionale, en tout cas africaine, par rapport aux objectifs qui étaient les siens. Et oui, on souhaite de bonnes fêtes à tous ceux qui nous regardent. L'émission spéciale consacrée au sommet extraordinaire de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Ce n'est pas fini puisque je vous laisse en direct de Yaoundé où se trouve l'un de nos envoyés spéciaux, Paul de Singwe. Paul, vous êtes en direct.
Oui, Amira, les chefs d'État de la CEMAC ont donc opté pour un ajustement structurel afin de lutter contre la crise économique qui touche la CEMAC. Ils ont également demandé à la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, de proposer des mesures pour un financement beaucoup plus direct en lieu et place pour un financement des marchés en lieu et place des financements directs. Les chefs d'État de la CEMAC ont également pris l'engagement de finaliser la libre circulation des biens et des personnes en zone CEMAC. Ils demandent également aux États de ramener leur solde budgétaire d'ici 5 ans en dessous des 3%. Toutes ces mesures contenues dans 21 résolutions doivent être menées sous la conduite du Fonds monétaire international. Merci Paul, c'était donc Paul, l'un de nos envoyés spéciaux à Yaoundé. Il était devant le palais de l'Unité où se sont déroulés les débats à huis clos des chefs d'État de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale. Ce jeudi 22 décembre, c'était la réunion ministérielle des ministres et des Finances. Ce vendredi, le débat des chefs d'État. Des solutions ont été proposées. Les points les plus importants ont été identifiés. J'ai été accompagnée au cours de cette émission par Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste, et par Jean-Marie Tallet, président du JICAM en France. Délégué du JICAM en France. Jean-Marie, vous avez le président. Jean-Marie, je ne sais pas ce que ça augure, mais voilà. Merci messieurs d'avoir été avec nous en cette fin d'année. On souhaite bien évidemment de bonnes fêtes à tous ceux qui nous regardent. Je rappelle que c'était une émission exceptionnelle consacrée au sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, un sommet consacré à la crise économique qui secoue l'espace sous-régional. 2 solutions avaient été proposées: ajustement structurel, d'évaluation du franc CFA. Ce sera l'ajustement structurel qui a été choisi et identifié comme solution. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.